Le programme que nous allons aborder, on avait, déjà c'était c'est derrière les promesses de productivité et d'innovation, la réalité est plus nuancée. Les gains ne sont ni automatiques, ni garantis. Les coûts, eux, sont bien réels, environnementaux, sociaux, financiers dont on parlait tout à l'heure et les consommateurs, loin d'être tous enthousiastes, commencer à sanctionner les usages perçus comme abusifs ou artificiels. Donc pour une organisation engagée, le sujet mérite mieux qu'on sprint à l'adaptation. Faut-il le faire? Dans quel cas? À quelles conditions? Comment l'encadrer? Et parfois, faut-il tout simplement refuser? Donc nous avons la chance d'accueillir Théo Alves da Costa, qui est le directeur de Data for Good, et également, consultant chez Equimetrix et Bruno, qui est le PDG du cabinet de conseil, Indigo, plus de 500 salariés, et qui traite également des sujets, liés aux enjeux avec un environnement sur, plus de 40 ans d'accompagnement dans les transitions et donc messieurs, je vous laisse la main. Je sais que tu voulais démarrer Théo, je t'en prie. Super. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être là pour, mes mes amis et les créateurs, formidables de ce programme, qu'est Sator. Si, vous tombez dans ce webinaire, c'est que vous avez peut-être suivi le cours que j'ai fait, et qui est sorti il y a déjà 1 an, après, beaucoup de sueur et très content d'avoir pu faire ça avec Sator. 20 épisodes de 30 minutes pour traiter des enjeux socio-éthiques et environnementaux de l'IA, essayer de voir ce qu'on peut en faire de bien, si c'est possible, à quel endroit. C'est sorti il y a 1 an et là, du coup, 1 an plus tard, il y a pas mal de nouvelles questions qui se posent, quant aux évolutions qu'il y a eu de cette technologie-là et notamment beaucoup de questions dans les entreprises. J'ai un peu la chance de faire partie de plusieurs mondes, je vais vous raconter un petit peu ça et vous partager, moi, les questions que je me pose, sur ce sujet-là, heu, dans une entreprise. Après Bruno, tu partageras aussi un petit peu, ce que vous faites de votre côté chez Indigo. On a plein de temps aussi pour discuter, pour échanger sur, les questionnements que vous avez. J'ai vu un peu dans le chat les gens qui étaient présents et présentes. Je effectivement, je c'est un peu le type d'audience auquel je m'attendais, donc je pense que je peux anticiper un peu les questions. Je vais essayer déjà d'y répondre dans un petit propos introductif, sur le sujet. Je disais que je vivais dans plusieurs mondes, effectivement. Si, que vous n'ayez suivi ou pas, le cours, Sator, j'ai à la fois la chance, effectivement, de travailler dans une entreprise d'analyse de données et d'intelligence artificielle qui s'appelle Equimetrix, où je gère la branche environnement. J'y suis depuis, je fête mes 10 ans d'ailleurs, dans cette entreprise, là, dans quelques jours. Dans lequel j'ai eu la chance de faire beaucoup d'intelligence artificielle sous toutes ses formes, dans le passé. C'est ma formation, c'est mon métier, originel. Métier qui me vient, de, d'une excitation déjà de base, on va dire. J'ai commencé à programmer quand j'avais 12 ans. Quand j'ai commencé à développer un peu sérieusement, il y a un peu plus de 10 ans, le première application que j'avais faite, je m'étais codé un chatbot pour me faire découvrir de la musique et pour me faire des playlists musicales, pendant que je travaillais en même temps. J'avais tout codé à la main parce qu'il y avait aucun outil et il y avait pas de ChatGPT à l'époque. Donc j'ai toujours eu une forme de fascination pour, ces technologies-là qui ont été un peu une expression de créativité dans mon parcours personnel. Et en même temps, je travaille sur des questions environnementales depuis, un petit moment. Je suis bénévole et maintenant président de l'association Data for Good depuis un peu plus de 10 ans, qui est une association qui est militante sur les questions de tech, qui rassemble une communauté d'experts de la tech, mais qui sont engagés, dans lesquels on fait un plaidoyer contre les dérives du numérique et essayer d'être un contre-pouvoir à une industrie qui, fait pas toujours du bien à la planète, surtout, en ce moment et sur plein de raisons. Je suis un peu dans un mélange, je le disais en introduction dans le chat, personnellement et je pense que beaucoup de gens, le partagent, étant, engagés, voire militants, voire activistes, j'ai énormément de réserves par rapport aux évolutions de la technologie IA et en même temps, j'ai, aussi quelques bribes de fascination, quelques bribes d'excitation, des cas qui m'intéressent. J'ai recommencé, à coder, un peu plus qu'avant parce que j'avais arrêté, parce que j'avais plus le temps et je recode à nouveau avec de l'IA et je l'assume, tout à fait je me pose, moi-même énormément de questions tout en voyant, ces différents mondes. Le monde des entreprises, leur réalité, leur
considérations économiques, leurs injonctions qui sont parfois contradictoires et de l'autre côté, la situation du monde, et les questionnements éthiques que se pose la société civile et donc j'essaye un petit peu de balancer entre ces 2 mondes-là. Ce que je peux vous dire, et c'est quelque chose que j'ai au final assez peu traité dans mon cours, c'est que, j'aimerais bien et ça aurait été un peu mon rêve que, on se pose toute cette question-là, tout simplement juste parce qu'elles aient besoin d'être posées. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait se dire que on pourrait s'arrêter 2 secondes pour parler d'intelligence artificielle parce que on n'est pas d'accord avec la militarisation, de ces technologies, qui posent énormément de questions aujourd'hui en Ukraine, en Iran, à Gaza, sur lesquelles, des erreurs de modèles, sur lesquels une surutilisation et la prolifération de futures armes autonomes, rien que ça pose des questions qui sont énormes. On pourrait se poser des questions, sur tout ce qui est, cybersécurité. Il y a de plus en plus d'attaques qui sont faites avec cette technologie-là. On pourrait se poser des questions autour du pouvoir que ces entreprises ont. Aujourd'hui, les entreprises d'IA et de tech sont les plus grosses entreprises du monde, sont les plus gros lobbyistes, au Parlement européen, sont les plus gros, dans l'économie d'aujourd'hui et ont un pouvoir sur le monde et une emprise sur le futur qui est assez énorme. On pourrait s'arrêter, 2 secondes parce que, toutes les centrales tous les data centers qui sont construits en ce moment, notamment aux États-Unis, sont en train d'être alimentés par des centrales à gaz parce qu'ils n'ont pas le temps ou pas envie d'attendre d'être raccordés au réseau électrique et donc, aujourd'hui, les centrales fossiles, il y en a une qui a été annoncée hier, est prévue d'émettre 125 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire plus que des gros pays. On parle maintenant d'infrastructures d'IA qui, à elles seules, émettent plus que des pays entiers et la plupart des pays qui y vont à fond comme les États-Unis ou l'Australie, sont en train pour la première fois de reculer assez gravement sur leurs objectifs climatiques à cause de la reprolifération des énergies fossiles qui viennent soutenir le développement des data centers. On pourrait, se poser des questions pour, l'emploi, pour les jeunes, pour, la créativité, pour, la on va dire la profanation du droit d'auteur qui est derrière ces technologies-là et rien que ça serait déjà un beau débat démocratique et d'entreprise à avoir. Le problème que je vois, et c'est un peu ce que je traite, dans mon cours, le problème que je vois quand on parle d'entreprise et c'est un peu les mêmes travers qu'on a aussi parfois connus avec la RSE, je serais ravi, Bruno, de voir si c'est aussi des questionnements que vous vous posez, vous derrière. C'est que ces questionnements-là sont des questionnements un peu plus larges sur la société, sur, des questionnements politiques, des questionnements qui parfois sont individuels et qu'on a du mal à faire franchir dans le cadre de l'entreprise et donc quand on positionne les le jugement, éthique, on va dire, un peu plus loin comme un jugement moral, ce serait super qu'on s'arrête juste pour ça et aujourd'hui, je vois que face aux injonctions, face à l'accélération de cette technologie et notamment dans les derniers mois, ça devient difficile de tenir ces discours-là, ou en tout cas de se dire qu'ils sont suffisants pour venir servir à prendre une prise de recul critique et infléchir les trajectoires d'entreprise aussi dans le bon sens. Et donc ce que je veux, vous dire dans un second temps là-dessus, en termes d'introduction, c'est, que moi je pense et je me rends compte que c'est hyper intéressant de regarder et de prendre un recul critique sur ces technologies-là, aussi parce que c'est potentiellement une bonne chose pour l'entreprise. Et je vais vous donner quelques exemples, que Olivier a commencé à mentionner en introduction, qui sont des choses que moi je regarde et j'essaie de regarder, dans le cadre du développement de mes clients ou des entreprises que je rencontre. La première, c'est que, l'injonction principale qui est derrière ces technologies d'IA générative, en tout cas dans les entreprises, c'est autour des questions de productivité. La productivité, c'est un peu, d'une certaine manière, la productivité au niveau individuel d'une entreprise, d'une équipe, voire au niveau, d'un État. Si on commence à parler de questions de compétitivité, c'est peut-être un des arguments principaux légitimes, d'une certaine manière, qu'on pourrait imaginer derrière ces technologies-là. Ce qui est compliqué par contre, c'est que cette technologie-là commence à apporter des gains de productivité sur certaines tâches sur certains métiers à des niveaux individuels, mais par contre, au niveau collectif, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a énormément de facteurs dans une entreprise qui font que on n'est pas non plus en train d'avoir une révolution sensationnelle à tous les niveaux, parce qu'il y a aussi des facteurs de contre-productivité. Par exemple, on vient, produire du contenu de qualité médiocre, on travaille moins bien ensemble, on est aussi souvent moins innovant parce qu'on vient moins étendre l'horizon des possibles et il y a beaucoup d'études, qui le montrent. Aujourd'hui, malgré des gains qui commencent à être visibles au niveau individuel, les gains collectifs sont assez peu visibles et notamment quand ils sont mal encadrés. Un deuxième point que je voudrais vous citer, c'est autour des questions de ça dépend de ce que vous avez,
fait tour autour de la table dans vos entreprises, mais il y a aussi, on voit dans la société aujourd'hui des consommateurs, un grand public qui n'est pas forcément favorable à ces technologies-là. On voit aujourd'hui des entreprises qui utilisent parfois à outrance les technologies d'IA, notamment par exemple pour la production visuelle, pour des pubs, pour des films, pour de la production de contenu, et qui se retrouvent à avoir un rejet des consommateurs, un backlash, parce qu'on peut tout à fait être utilisateur ou pas et rejeter le fait qu'on nous a produit un contenu médiocre à bas coût, qu'on pense, ne pas mériter, par rapport à ce qui pourrait avoir été fait et notamment qui usurpe le travail de véritables êtres humains. Et je vous invite à regarder, autant, Coca, des McDo qui ont dû supprimer des pubs parce qu'ils les avaient fait par IA et de l'autre côté sans forcément dire que c'est bien, ce qu'ont fait toutes les entreprises derrière, mais Hermès qui ont refait leur site internet, avec des graphistes humains et en montrant la valorisation du travail humain. Des marques comme Guerlain qui ont fait une publicité pour la petite robe noire avec du stop motion en mettant en valeur le behind the scenes dans laquelle le tournage avait été fait par des humains, par des artistes humains et en montrant la valeur qu'il y avait derrière ce travail à cet artisanat. Ou, la dernière pub Apple, par exemple, à Noël, qui est pareil, a utilisé du stop motion pour pouvoir montrer à quel point, le travail a été fait manuellement, sans dire qu'ils vont utiliser, forcément des technologies d'IA. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en tout cas, la réaction des consommateurs est en général assez épidermique à la vue d'un contenu IA, tandis que, elle peut être très positive quand on montre qu'on est venu valoriser une identité de marque, valoriser le travail des humains qu'il y avait derrière. Et donc ça, c'est, aussi un questionnement stratégique qui est hyper intéressant à se poser quand on est une entreprise, notamment quand on commence à mettre ces technologies-là au contact des humains. Un autre exemple par rapport à ça, c'est, pas directement sur le rejet, mais j'ai vu quelqu'un qui, commentait ça hier. Starbucks a rajouté, son, son système de fonctionnement dans ChatGPT, c'est-à-dire on peut consommer aux États-Unis maintenant du Starbucks dans ChatGPT. C'est quelque chose qui est possible de faire maintenant avec les partenariats entre ces entreprises-là. Leboncoin, par exemple, a fait ça en France. On peut utiliser Leboncoin depuis ChatGPT et commander un Starbucks sur l'application, c'est quelque chose qui prend 15 secondes. Le commander par ChatGPT, ça prend 2 minutes 30. Et donc on voit tout de suite, d'un point de vue réflexion utilisateur, confort utilisateur, que les interfaces qui sont pensées sont aussi parfois mal pensées et mal réfléchies au service du consommateur ou de l'usager qu'on vient se faire. Sans compter les questions de biais qui peuvent exclure certains consommateurs, se poser des questions critiques sur comment et dans quel produit on va intégrer de l'IA, ou pas, ou justement refuser de le faire, c'est aussi un positionnement stratégique qui est extrêmement intéressant à réfléchir. Enfin, je finirai par un troisième point et en vrai, j'en ai des dizaines, comme ça. Dire qu'on peut se poser toutes ces questions-là et que c'est des questions business à se poser. Ces questionnements éthiques doivent être des questions de business. Le troisième point, c'est, sur la résilience et la continuité de nos entreprises face à ces transformations-là. Aujourd'hui, je vous donne, quelques idées. Les entreprises d'IA générative, pour ne parler que d'elles pour l'instant, sont des entreprises qui sont très, très loin d'être rentables, voire qui n'ont aucune trajectoire possible vers la rentabilité. Aujourd'hui, les projections cumulées d'OpenAI, qui fabrique ChatGPT, sont autour de 120 milliards € en OPEX, c'est-à-dire en dépenses opérationnelles, c'est-à-dire les coûts, quotidiens qu'ils dépensent autant en électricité, c'est la plus grosse partie, et en service cloud, en salaire, et cetera. Donc ça ne compte même pas les investissements qu'ils font, leur CAPEX, qu'ils font dans les infrastructures d'IA générative, que sont les data centers. Juste en OPEX, dans les prochaines années, OpenAI est prévu de perdre 120 milliards €. 120 milliards € en une petite dizaine d'années, c'est beaucoup plus que le top des entreprises de la tech qui avaient tout perdu. Par exemple, Uber a perdu 3 fois moins en 3 fois plus de temps et est considéré comme l'entreprise de la tech qui a perdu le plus d'argent avant de dégager un mince profit. Amazon, pour construire son cloud ou pour développer tout le business d'Amazon, a mis 20 ans pour, réussir à dégager du profit et pourtant a perdu au final en OPEX 20 fois moins que ce qu'a perdu OpenAI. Ou un autre ordre de grandeur, 120 milliards, c'est à peu près l'argent qui a été perdu par le secteur de l'aviation pendant le Covid, au moment où tout était à l'arrêt. Donc pour vous dire qu'un choc macroéconomique de l'ordre du Covid sur l'impact de l'aviation, c'est en gros ce qu'est en train de perdre en OPEX OpenAI. Qu'est-ce que ça veut dire ça, en termes de stabilité de marché? C'est-à-dire que c'est un modèle économique qui est infusé aujourd'hui par, l'argent du venture capitaliste, sur un modèle qui est fondamentalement, pas scalable parce qu'il perd de l'énergie et il perd de l'électricité à chaque fois qu'on s'en sert. C'est-à-dire qu'il y a pas de gain d'efficience plus on a d'utilisateurs.
plus on a d'utilisateurs, plus on consomme de l'énergie. Aujourd'hui, ils dépensent de plus en plus. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? S'ils perdent autant d'argent et sans même parler des investissements, c'est-à-dire qu'ils doivent trouver de l'argent. Et donc demain, ça veut dire que les services d'IA générative peuvent être dégradés. C'est ce qu'on voit quand on est un utilisateur qui est plutôt, aguerri. On se rend compte parfois que ça marche de mieux en mieux, ça marche de moins en moins parce qu'ils sont en train de préserver de l'énergie, et de préserver des coûts et donc ils dégradent la qualité de leur modèle pour que ça soit, moins consommateur d'énergie, ou ils vont tout simplement, par exemple, augmenter les prix ou rajouter de la publicité ou rajouter d'autres choses. Et qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise quand on a nos OPEX nous-mêmes qui vont augmenter sensiblement parce qu'on va avoir de plus en plus de dépenses autour de ces enjeux-là, que ces dépenses peuvent doubler du jour au lendemain s'ils changent le service ou s'ils peuvent être coupés du jour au lendemain alors qu'on les a mis à un endroit critique, soit de notre entreprise à l'intérieur, donc que ce soit sur les flux financiers, administratifs, et cetera, soit directement au service du consommateur. Et donc, il est assez critique pour des enjeux de dépendance à une industrie qui n'est pas rentable et qui est fondamentalement instable, de aussi se poser ces questions-là, d'encadrer là et de structurer sa réflexion autour de l'intégration médiale dans une entreprise. Voilà, donc je vous ai donné que 3 exemples, je vais conclure, rapidement là-dessus. On pourrait parler de réputation, d'enjeux légaux, on pourrait parler de cybersécurité à nouveau, on pourrait parler de, questions RH, de perte de compétences et qui dans lesquelles, aussi, il faut faire attention à pas aller trop vite non plus là-dessus. Bref, il y a énormément de sujets qui font qu'il faut apporter une forme de cadre et de gouvernance responsable autour de ces enjeux-là et que c'est en fait un sujet de business avant d'être un sujet moral. Même si à nouveau, j'adorerais qu'on le fasse juste pour ces raisons éthiques, ça serait, mais en tout cas, le système dans lequel on vit est assez compliqué et ne fonctionne pas comme ça. Et donc, tout ça pour dire que de j'ai rencontré du coup dans, ma modeste carrière, parce que je vais laisser la parole à Bruno, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, dans ma modeste carrière, j'ai rencontré à la fois des gens qui étaient très, très, très anti-IA, hem et qui, ne veulent même pas en entendre parler. J'ai rencontré des gens qui étaient très, très, très pro IA, beaucoup plus que tous les gens qui sont présents ici, parce que je viens quand même du monde de la tech, et j'en fréquente, encore aujourd'hui beaucoup. Au milieu de tout ça, heu, tous ces facteurs que je viens d'expliquer doivent être une forme de consensus pour se dire qu'il faut organiser une forme de cadre. Et je vais vous donner un exemple pour ça. Pour moi, les anti-IA, dans lesquels je suis en partie, pensent qu'on est en train de foncer avec une voiture un peu comme, le coyote dans le cartoon se rend compte qu'il est au-dessus de la falaise et que, c'est un peu trop tard pour réagir heu et qu'il a besoin de frein avant de tomber dans la falaise, un pro IA, dont je suis aussi en partie, pourrait se dire que je suis en train de vouloir gagner absolument une course de Formule 1 et que de toute façon, si jamais je ne veux pas aller dans le mur, il me faut des freins pour pouvoir pivoter, pour pouvoir tourner, pour pouvoir m'adapter. Donc quoi qu'il arrive, c'est, assez consensuel de s'imaginer qu'aujourd'hui, qu'on soit pro, anti ou quoi que ce soit, il faut avoir des freins, il faut avoir un cadre pour le faire bien et qu'il en va de la continuité, de la pérennité des entreprises, d'une certaine manière. Et après, la réalité de comment on le fait, qu'est-ce qu'on refuse, qu'est-ce qu'on accepte, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus fin, qui doit se discuter un peu dans le détail. Et c'est peut-être là où ça me fait un bon passage pour laisser la parole à Bruno et raconter ce qui est fait chez Indigo. Voilà, petit propos introductif. J'espère que déjà ça Très place quelques bases. ouais, très large propos qui va très, très loin. Donc moi, ça sera beaucoup plus modeste, hein, ça sera par rapport à un retour d'expérience, heu et je me limiterai un peu au cadre de l'entreprise, bien que l'entreprise ne vit pas séparée du reste du monde, donc il y a un tas de questions sociétales qui sont aussi perméables dans l'entreprise. Heu, donc bonjour à toutes et tous, alors je vois que j'ai le plaisir de parler devant un certain nombre de personnes que je connais en voyant les noms sur le truc et il y a aussi des salariés d'Indigo, donc qui vont pouvoir, vérifier que je raconte pas trop de bêtises par rapport à ce qu'on fait chez nous. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Voilà. Donc très rapidement pour me présenter, donc moi je suis Bruno Loche, je suis un des fondateurs, il y a presque 40 ans aujourd'hui président d'Indigo, qui est une société de conseil et d'ingénierie en développement durable. Donc nous, on accompagne les territoires dans la transition écologique depuis, petite quarantaine d'années, de l'époque où c'était vraiment très pionnier. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs. Donc
On intervient, sur du conseil et de l'ingénierie de projet, je dirais sur les services un peu les services essentiels, de la vie sur les territoires. Ça concerne, l'aménagement, des espaces, les aménagements publics, la construction de bâtiments, la production et l'utilisation intelligente de l'énergie, la mobilité et la logistique, pour les marchandises. C'est aussi la propreté, l'utilisation des ressources, la valorisation des déchets, la prise en compte de la biodiversité, dans toute notre, expérience humaine et nos aménagements. Donc vous voyez, c'est assez large. On travaille beaucoup avec les collectivités, mais aussi avec les entreprises, qui travaillent sur les territoires. Donc on est environ près de 500 personnes, et on travaille surtout sur la France métropolitaine et l'outre-mer. Donc peut-être juste en introduction aussi, sur cette question, sur lequel a terminé, Théo, la question pour l'IA, contre l'IA et cetera. Donc c'est vrai qu'on a quand même, alors c'est vrai sur l'IA, mais c'est vrai sur beaucoup de sujets aussi dans notre société aujourd'hui, où on a une très grande polarisation, hein, des points de vue, et souvent, des difficultés à pouvoir dialoguer sur des personnes qui sont sur des postures assez figées et souvent un peu extrêmes. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu, je l'ai dit dessus dans le cours qu'a fait Théo, c'est justement cette question de se dire comment on peut tenir un peu, les 2 bouts. Et moi je me retrouve assez là-dessus. Alors je dirais que j'en fais aussi un peu parce que cette question de la comment on travaille avec des positions antagonistes, je pense que c'est un élément important pour comprendre la complexité du monde aujourd'hui. Il y a une personne qui l'a très bien théorisé, c'est Edgar Morin, qui l'a théorisé sous la forme de dialogique. C'est comment aujourd'hui, quand on a des forces antagonistes, on ne cherche pas simplement à faire du compromis mou entre ces 2 points, mais on utilise chacune de ces forces pour, enrichir les choix qu'on va faire et on vit dans une tension comme un élastique, qui en fait, peut nous rappeler à un moment d'un côté ou de l'autre en fonction des sujets qu'on va aborder. Et je pense que ça me semble vraiment, voilà, une obligation par rapport à l'IA. Comment on tient les deux bouts, c'est pas d'en oublier un à un moment donné quand on est sur l'autre, mais c'est de se dire, comment on arrive à tenir les 2. Et la grosse difficulté en plus qui se rajoute par rapport à ce qu'on a pu cette même question sur d'autres sujets, c'est quand même la vitesse d'évolution et l'obscurité, on va dire de la du cadre et des conséquences de tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, on n'a pas, on dit, ouais, conséquences environnementales, conséquences sociales. On, on a des choses, mais est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles seront encore vraies demain matin? Donc on navigue aussi avec beaucoup d'incertitudes. Alors on sait qu'il y a des impacts négatifs, mais ils sont négatifs de combien? Quel est l'impact d'utilisation de telle IA à tel moment et cetera? Enfin bon, il y a plein de sujets et on est obligé quand même d'arbitrer là-dedans et de prendre des décisions. Donc donc déjà cette forme de un peu alors c'est pas de la schizophrénie, c'est la complexité, de prendre en compte les choses de manière différente. Alors après peut-être dans un deuxième temps, je parlerai de quelques exemples. Heu, Moi je partage complètement cette question de la gouvernance qui doit être au centre. J'y reviendrai également. Ce que je voudrais juste en liminaire aussi, c'est dire que bon, on parle tout le temps de de l'IA générative et c'est vrai que c'est ça qui a révolutionné un peu le monde plus fortement. Mais bon, il n'y a pas que ça non plus dans l'IA. C'est-à-dire que alors nous, de notre côté, on avait commencé à travailler avec alors dans notre travail sur les territoires, on brasse énormément de données et donc on a à traiter de la donnée pour, en tirer des préconisations, des politiques, des plans d'action et puis derrière des optimisations de systèmes et autres. Donc, très vite, on a commencé à utiliser l'IA, enfin très vite, on va dire dans le on va dire, il y a depuis une petite dizaine d'années, on va dire, pour traiter nos données, et commencer à voir comment on pouvait trouver des valorisations, plus intéressantes. Et en particulier, faire des choses qu'on pouvait pas faire, à partir du moment où on avait des grandes quantités de données. Et donc on a commencé à s'approprier le sujet plutôt à travers ça, donc plutôt après à travers des spécialistes, des gens qui travaillaient là-dessus. Bon, il y a eu, bien sûr la révolution, ChatGPT de 2023, là on ouvre à l'utilisation, de tout le monde et là on se retrouve dans une situation où de toute façon dans une entreprise, quoi que vous fassiez, les gens l'utilisent. Ils vont le dire, pas le dire, et cetera, mais de toute façon, tout le monde se met à l'utiliser plus ou moins de manière plus ou moins importante ou pas. Et donc là, ça nous a amené à donc ça a été, 2024, 2024-2025, on va dire pendant 2 ans, on a vraiment travaillé sur le fait de se dire maintenant comment on va piloter et comment on va travailler sur les différents niveaux, de l'IA.
Et ça me semble important aussi de parler donc de pas que de l'IA générative. Moi, je distingue bien trois niveaux. C'est la question de l'usage individuel. Donc là, on est vraiment dans l'IA générative, mais il y a aussi, de l'usage sur des processus de l'entreprise. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on est sur quelque chose qui est dans une utilisation collective. Donc c'est plus une démarche individuelle, c'est des outils qui sont mis au service d'un groupe, d'un processus pour améliorer le fonctionnement. Et là, il y a des choses assez intéressantes dont je pourrais parler aussi. Et puis, il y a un troisième niveau qui est le fait de se dire comment l'IA peut amener à faire à proposer des nouveaux produits, des nouveaux services à nos clients. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que, à condition encore une fois de peser un peu enfin de prendre en compte ces questions d'impact, ça nous ouvre aujourd'hui à des solutions qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et ça, j'y reviendrai peut-être un peu en illustration. Donc voilà, et nous, pour nous, c'est important et on n'a pas c'est pas parce qu'il y a eu l'IA générative qu'on a arrêté de travailler sur les autres sujets, et je dirais aujourd'hui, c'est plus les autres sujets avec l'utilisation individuelle qui transforment le plus aujourd'hui notre activité. Sur le reste, on avance, peut-être, on va dire, avec prudence. Je reviendrai aussi, là-dessus, et donc peut-être juste sur la 1re démarche, comment on a développé tout ça. Bon, d'une manière assez classique, hein, je pense que beaucoup d'entreprises ont fait comme ça, c'est on a commencé par prendre la température, donc on a interrogé les salariés pour avoir, justement un peu voir un peu leur niveau de pratique, actuel, les outils qu'ils utilisaient et puis, la question à la fois leur enthousiasme ou leur crainte. On a eu des 2, y compris chez des mêmes personnes qui sont aussi partagées un peu à la fois avec de l'envie et des doutes, et ça nous a permis de commencer à construire des bases. On a mis en place une gouvernance, ça c'est super important, avec donc un pilotage à 3 niveaux, toutes les orientations qui sont posées au niveau du COMEX, les grandes orientations. On a un copil IA, qui regroupe les équipes qui travaillent sur le sujet, mais aussi les RH. Et qui, on va dire, met en œuvre un peu les tranche pour mettre en œuvre les orientations. Et puis après, on a le service, chez nous, qui s'appelle la DTID, la Direction de la transformation et de l'innovation digitale, qui après s'occupe, des outils, des logiciels et cetera. Et on a conçu une feuille de route, pour voir comment on avançait et une charte IA, avec la question de dire qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire déjà, le poser, un peu dès le départ, pour mettre un peu des bornes, avec toutes les limites que l'on a sur le fait qu'on peut pas forcément toujours mesurer, les impacts. Mais en tout cas, nous, par rapport à notre raison d'être, on est entreprise à mission, la question de l'impact, climatique de notre activité, directe ou indirecte, à travers ce qu'on fait pour les clients ou ce qu'on fait directement, elle est fondamentale, c'est un de nos engagements. Donc forcément, la question de la consommation énergétique de l'IA, elle est là, mais c'est qu'un élément par rapport aussi à l'impact du numérique de manière plus globale, puisque nous on se rend compte, enfin, déjà la question de la gestion des données, et l'impact du stockage de nos données, c'est la part principale de notre impact carbone. Donc, voilà, ça se rajoute encore à d'autres difficultés qu'on a à concilier tout ce qu'on fait. Voilà, peut-être en termes d'introduction et peut-être, Heu, je peux repasser peut-être la parole à Théo. Après je pourrais illustrer avec des applications. Ouais. C'est, alors, d'ailleurs, c'est magique, on n'a pas répété, mais ça marche hyper bien. Hem, Là, ce que je pense que j'entends plusieurs choses, Bruno, que tu décris, que moi j'ai vu effectivement dans plusieurs, entreprises et que je pense effectivement sont des très bonnes pratiques. Le premier point que j'entends et que je conseillerais à nos chers auditeuristes, c'est, de quoi on parle en termes d'alignement stratégique et de valeurs qu'on veut mettre derrière. C'est un peu, le point de départ principal. A priori, quand on entend Bruno, on se doute bien qu'on n'est pas en train de parler, heu, au PDG de, Oracle, Larry Ellison, qui, du jour au lendemain, pour garder de l'argent pour les data centers, a fait le choix de virer 30 000 personnes et n'a qu'un rêve, c'est de transformer, entièrement, de transférer intégralement la valeur du travail vers le capital, et donc, d'automatiser un maximum de monde en réduisant son temps salarial. A priori, là, on entend autre chose. On entend des valeurs d'entreprise à mission, une mission, sociétale et environnementale, et une forme de lucidité et de réalisme sur le sujet et c'est un peu ce qui doit guider, tout travaux, tout choix, c'est se mettre un peu d'accord sur,
quel est l'alignement stratégique et les grandes valeurs qu'on veut avoir, parce que c'est ça qui va guider un peu les décisions après au niveau le plus haut. Ensuite, je pense qu'il y a, une question de gouvernance, tu l'as décrit, Bruno, il faut mettre en place dans le fonctionnement de l'organisation, les bons processus décisionnels qui doivent être mélangés avec des équipes, qui, se parlent pas forcément toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait, Heu, des personnes du business, il faut qu'il y ait des personnes des RH, il faut qu'il y ait des personnes de l'IT pour, toutes les questions d'implémentation, mais aussi, de sécurité, de risque et cetera. S'il y a une fonction, compliance risk, ça peut être aussi là. S'il y a une fonction RSE, parce qu'il y a un enjeu environnemental, elle peut être aussi là. Il peut potentiellement, il y a différents niveaux de comité, différents niveaux d'ambassadeurs, mais en tout cas, il faut que cette gouvernance existe et mélange autant ces enjeux de déploiement si c'est pertinent et de cadre, quand pour pouvoir le faire bien. Après j'ai entendu, aussi quelque chose que je pense, se voit, beaucoup, c'est, la question des chartes, en tout cas, genre plus largement au-delà des chartes qui peuvent être, c'est, souvent des questions de policies quoi. C'est quoi, genre vraiment, c'est quoi les règles d'utilisation, la formation et tout ce qui va derrière pour pouvoir encadrer et appliquer opérationnellement, ce qui a été justement, cette grande idée autour des valeurs, dans les travaux. Et donc, voilà, déjà, genre, sur les 3 grandes bonnes pratiques que je trouve qui sont nécessaires, c'est exactement, de ce que je comprends, ce que vous faites, chez Indigo et que je recommanderais à tout le monde d'essayer de réussir à mettre en place et qu'effectivement, ça peut venir dans tous les sens. Ça peut, comme c'est un sujet que les gens expérimentent de leur côté, de toute façon, c'est difficilement quelque chose qui se fait de façon totalement top down par rapport à d'autres enjeux parfois stratégiques qu'on pourrait voir. Et on retrouve pas mal de choses que, pour les professionnels de la RSE qui seraient, présents, existent aussi en termes de mobilisation interne sur les questions climat, par exemple, avec des gens à tous les niveaux qui, veulent pouvoir participer et veulent pouvoir faire changer les choses. Et donc je pense qu'on retrouve un peu ça aussi également avec, une vision responsable de l'IA. Donc, je rappuie, sur, ce que tu as dit Bruno et je te pose maintenant, une question peut-être pour, creuser un petit peu. Est-ce que, bah, peut-être pour commencer justement, tu peux nous parler un peu de déjà peut-être ce que vous avez mis en place effectivement comme, dire comme cas d'usage et les questions que vous vous êtes posées derrière et si jamais je peux, titiller même, les doutes que vous avez eu à d'autres endroits, comment vous avez fait les choses bien, de voir des choses qui n'ont pas marché, que vous avez refusé de faire, peut-être et me donner des exemples assez concrets et puis après on reparlera peut-être justement du process que vous avez mis en place, Oui, peut-être rajouter quand même un élément sur, comment on déploie, sur la partie IA générative et c'est vrai qu'on a fait le choix d'y aller doucement et de pas forcément, déployer des outils, puissants, à tout le monde, d'entrée de jeu, même avec une formation. C'est-à-dire c'est plutôt dit on y va, un peu avec prudence et on laisse, les personnes les plus on sait qu'il y a toujours des personnes, innovatrices, hein, qui ont envie de tester et donc on donne plutôt les moyens aux personnes qui ont envie d'essayer avec, simplement en contrepartie, bah, le fait de faire un retour d'expérience sur leur utilisation. Donc là, on va dire en utilisation individuelle, on a le on est très intégré dans les solutions Microsoft par rapport à notre métier. Et donc on utilise l'outil de Microsoft. Par rapport à ça, il y en a 2, hein. Il y a celui qui est basique, qui qu'on retrouve un peu dans la suite de base et puis il y a un outil plus professionnel, mais qui coûte, plus cher, bien sûr. Et donc en fait, on a doté, avec, l'outil, plus professionnel, Copilot, les personnes qui étaient, les plus motivées pour faire du test, en sachant qu'on leur demandait avant, de leur donner les licences, de nous donner un exemple, un minimum, un exemple de cas d'usage, correspondant à leur activité sur lesquels ils voulaient tester le logiciel. Et donc on a créé comme ça une première communauté, qu'on appelle chez nous les innovateurs IA, et donc nous on travaille pas mal en communauté dans l'entreprise, communauté de pairs qui partagent un peu leurs expériences et leurs questionnements. Et donc on a créé une petite communauté, heu, au moment c'est pas très il doit y avoir une quarantaine de personnes je crois. Et donc on démarre avec ce noyau et on attend un petit peu déjà leur premier retour avant d'être dans une diffusion plus large. Voilà, ça c'est et avec encore une fois le fait qu'on ça couvre pas forcément tout, ça va peut-être pas forcément très vite, mais on a appris que de toute façon, c'est pas les formations, enfin en tout cas nous chez nous, hein, c'est pas des formations, générales qui vont permettre des appropriations, sur des changements qui sont plus profonds.
ça se fait beaucoup plus à partir de d'un effet d'imitation et de transfert à partir de personnes qui suivent un peu les plâtres, qui tâtonnent et qui trouvent des bons trucs et à partir de ça, on peut être dans du transfert, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va aller, très vite sur des choses où il va y avoir du gain, et en plus, c'est beaucoup plus sécurisant que de demander à chacun, de faire, l'effort de tout débroussailler et je trouve que c'est et là, il y a une espèce d'injonction avec, l'IA génératif, je trouve qu'il est quand même qui met beaucoup de pression sur les salariés en disant: «De toute façon, il faut que vous vous démerdiez pour, maîtriser cet outil dans vos pratiques, sinon, globalement, vous serez plus bon demain matin, quoi» et ça, je pense que c'est alors qu'on sait absolument c'est pas c'est pas vraiment on parle des gains de productivité et autres. Sur l'IA génératif, je pense que ça dépend beaucoup des activités, dépend beaucoup des personnes, ça dépend beaucoup de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut gagner exactement? Moi, j'en sais rien là-dessus, hein. Voilà. On sait que dans tous les cas de figure, il y a des choses qui sont un peu évidentes, à part quand on travaille à partir des données, qu'on produit des documents, qu'on analyse des documents, il y a des choses de base, c'est vrai qu'on utilise chez nous par rapport à ça comme du la prise de notes et du résumé de réunion, de l'analyse de l'analyse de documents et cetera. Bon, ça c'est évident, transformer un document, comment dire? Des notes en un PowerPoint de manière plus rapide, voilà, c'est des choses de quotidien, sur lesquelles on sait que ça permet d'aller plus vite. Voilà, maintenant, est-ce que globalement, ça va changer, la productivité du travail? Moi, je dirais aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Voilà. Bon, maintenant, c'est les outils qui sont là. De toute façon, ils sont de plus en plus intégrés aussi, dans les suites logicielles qu'on utilise au niveau professionnel. Donc à un moment donné, c'est difficile de ne pas y toucher complètement. Voilà sur la question, heu, alors tu me posais la question, qu'est-ce qu'on a mis en place qui marchait? Hem, Et notamment peut-être tu parlais, côté alors client, Ouais, genre côté peut-être un client, qu'est-ce exemple que voilà, concret côté client et un j'ai exemple concret en interne? un exemple intéressant côté client, c'est, donc on travaille sur la mobilité, on travaille beaucoup sur le vélo et les modes actifs, la marche à pied depuis très longtemps et donc on s'est aperçu que, bon, aujourd'hui, il y a pas mal d'accidents, et il y en a de plus en plus avec une utilisation plus importante, du vélo, puisqu'il y a plus c'est près de 200 morts par an, et hem et aujourd'hui, la question de la sécurisation, elle est faite uniquement par rapport aux accidents. C'est-à-dire que pour être très concret, quand vous avez 3 accidents au même carrefour, là, les collectivités vont peut-être poser la question: «Est-ce qu'il faut refaire le carrefour, la signalétique?» et cetera. Et nous, on sait qu'en matière de pratique, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les presque accidents. C'est-à-dire les accidents, qui ont été évités au dernier moment. Et on sait que, avant d'avoir des «morts» entre guillemets, et même avant d'avoir des blessés, il y a des occasions d'accidents, qui arrivent et qui peuvent être les précurseurs, et l'alerte pour pouvoir faire des améliorations. Et donc aujourd'hui alors ça, c'est un travail qu'on a fait avec un partenaire, qui s'appelle Ecocompteur. Il y a des caméras dans les villes qui ont été mis en place plutôt pour faire des comptages et voir les fréquentations des pistes cyclables, ou des cheminements piétonniers et cetera. Et on s'est dit avec eux: «Pourquoi on n'utiliserait pas, ces images qu'on a déjà pour essayer de repérer des situations à risque qui pourraient permettre de flécher les endroits où ça peut être dangereux, et où on pourrait faire de la prévention?» c'est-à-dire modifier les aménagements avant que les accidents mortels arrivent, quoi. Voilà. Et donc on a monté un programme, on a été d'ailleurs, lauréat d'un d'un programme de recherche Propulse du ministère des Transports, sur le sujet. Et donc on a l'idée, c'est de traiter les images qui sont prises par les caméras qui étaient là au départ pour compter, pour, identifier les situations, de presque accident, de comprendre les contextes et de pouvoir derrière, dérouler des préconisations de sécurisation, de l'organisation des transports sur la ville. Voilà. Donc là, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas pu sans IA, c'était impossible de travailler là-dessus. On on pressent des choses, mais c'est très, tellement subjectif que là, on arrive quand même à objectiver. Pour revenir un peu aux préoccupations, de Théo, bon, je pense que là, on est dans le cadre moi, je pense du bien public, hein. C'est la sécurité de la circulation à pied, en vélo dans les villes, c'est vraiment du bien public. On a un outil qui peut permettre de prendre des bonnes décisions et d'affecter du coup les investissements et les efforts, sur les bons endroits. Et on essaye de mener ça avec des outils, avec des IA, légères. Et on a bien même dans notre programme de recherche, on a, dans les objectifs, il y a la diminution par 3 de la consommation des IA qui sont utilisées. Voilà, donc on essaye de de mélanger un peu toutes les dimensions dans ce programme.
Et est-ce que tu as un exemple, aussi tu disais genre tu donnais 3 niveaux, le niveau du milieu, tu donnais le niveau collectif et ce qui transforme dans l'organisation. Heu, un exemple concret, est-ce qui et les réflexions que vous avez eues derrière? Alors on a 2, je peux rapidement je peux en prendre 2. Il y en a un qui est, on a décidé de faire développer un outil, pour nous aider dans la rédaction des offres parce que nous on passe beaucoup de temps, à ça et la pratique traditionnelle dans notre monde, mais je pense dans d'autres, aussi, c'est le copier-coller. Donc on reprend des trucs qu'on a fait pour quelqu'un, on le copie-colle et on modifie, les éléments avec tous les risques, qu'on peut avoir dedans, donc nous, à la fois, il y a une question de qualité, d'erreur, de qualité des productions, hem, d'arriver aussi à mieux valoriser les bons exemples que l'on a et cetera et donc on est en fin de développement, d'un outil qui permet d'aider les gens à rédiger des offres, donc en partant de d'une d'une bibliothèque, enfin en tout cas l'IA a été entraînée sur une bibliothèque de bons exemples, là toujours un peu pareil dans cette question, comment on associe, l'IA et l'humain, en fait, on est produit un ensemble de petits paragraphes, sur lesquels, la personne peut intervenir dans chacun des niveaux pour, modifier, changer, améliorer et cetera. Donc on donne une base, mais pas du tout quelque chose de terminé. Mais ça nous permet, à la fois d'aller plus vite pour récupérer, l'information de départ pour le premier jet et puis surtout de ne pas avoir de risque d'erreur, que l'on a souvent et on a même le fait derrière, on fait analyser la documentation produite par rapport au cahier des charges pour voir est-ce qu'on répond bien à la demande et cetera. Bon ça c'est des trucs c'est pas très original, mais bon on a fait un voilà, on s'est fait un outil, là-dessus, on fit développer un petit outil maison, en sachant que là aussi on reste, et comme, sur les autres, on essaye d'être assez indépendant, des IA. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une IA ou une autre IA et là, avec le fait de pouvoir changer rapidement pour pouvoir, heu, utiliser celles qui sont les plus pertinentes et les moins, énergivores. Un autre exemple, c'est, par rapport à l'utilisation des données en grande quantité. On fait des audits nos de sur des bâtiments, en particulier des bâtiments publics, tous les patrimoines de nos conseils départementaux, les collèges et autres, des gros patrimoines. On peut avoir des centaines, voire des milliers de bâtiments, et pour, les aider à bâtir des politiques concernant la rénovation, en particulier la rénovation énergétique, mais bon, il y a d'autres sujets qui arrivent en même temps derrière. Donc c'est rénovation de patrimoine, c'est alors comment on arrive à prioriser avec une tension budgétaire où les gens ont un certain budget pluriannuel, qu'est-ce qui est le plus pertinent à mettre dedans en fonction de la vétusté pardon des bâtiments, des gains possibles, et cetera, et cetera. Et donc là, on travaille à partir d'audits sur le terrain, donc ça c'est le côté, des personnes, hein, qui viennent, qui sont un peu indispensables, et des milliers de rapports qui ont pu être faits pendant la vie du bâtiment et donc là, on a développé aussi un outil qui nous permet de reprendre toute la documentation. Donc c'est des centaines de milliers de pages, voire des millions de pages, pour aller chercher les informations qui nous sont utiles après derrière, au diagnostic et à la programmation. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est opérationnel et en tout cas, ça nous permet de faire des choses, enfin de faire bien des choses sur lesquelles il y a des budgets qui est limité, qu'on n'aura pas pu faire à la mano. Et là, on utilise, c'est pas de l'IA générative, donc là, c'est pareil, on utilise des IA qui sont un peu spécialisées sur cette question, d'aller chercher de la data dans les documents. En l'occurrence, c'est un peu, ce qui fait non, faut mieux enfin la partie de Mistral, on fait travailler les Français là-dessus. Heu voilà, donc ça, c'est une manière de pouvoir, gérer des grandes quantités d'informations, mais toujours pareil, connecté à, la visite, par des personnes et surtout des conclusions derrière, qui sont faites par les experts et pas par la machine. Donc nous, on essaye à chaque fois de trouver une manière où, où la entre guillemets, «l'IA» va nous permettre d'améliorer notre compréhension du contexte, des données et cetera, mais jamais, être dans quelque chose sur lequel la conclusion va être, mise par l'IA. On souhaite vraiment garder et ça, c'est super important aussi par rapport au rôle des personnes et à l'estime, la valeur du travail, à ce que la finalisation du travail soit une finalisation humaine. Bah, j'enchaîne là-dessus, merci pour les exemples. D'un point de vue, comment enfin, là, tu dis genre on s'assure de faire ça et cetera.
Tu parlais tout à l'heure de cadre, de charte, dans lequel vous avez mis un peu ce que vous vouliez faire, pas faire, et cetera. Aujourd'hui, comment, vous posez ces questions-là? Et où est-ce que vous mettez des limites? Qu'est-ce que vous regardez et comment vous décidez? Alors c'est comment dire? C'est vrai que c'est facile d'écrire, des erreurs, mais sinon comment on les fait vivre au quotidien? Alors déjà, sur la question de développement, on a tout un processus, sur, pour le développement de nouveaux outils qui est lié au processus de développement de l'innovation chez nous. Ça passe par différentes étapes où on se pose la question, de la pertinence comment dire? De ce à quoi va être utilisé l'outil, de la question aussi de sa taille, de sa consommation, ou des moyens qu'il faut mettre pour le développer par rapport à son usage derrière. Donc ça, on est un peu habitué à avoir cette approche pour des développements, pour voir les impacts et les consommations de ressources au sens large de développement de nouveaux outils. Donc là, l'IA l'utilisation de l'IA, ça s'insère dans quelque chose qui existait déjà par rapport à l'innovation interne. Alors après par rapport à donc ça, c'est plus facile à faire quand on est sur des outils collectifs. Après pour l'usage individuel, on a mis en place on a mis en place un cadre avec la charte, et après maintenant c'est la façon d'arriver à le faire vivre. On peut pas être sûr bien sûr que tout le monde le respecte. On essaye de faire, du retour d'expérience et du partage entre les personnes, et l'idée, c'est à partir de ça, peut-être d'arriver à repérer les endroits où on pourrait être borderline, où on va dans le mauvais sens pour arriver à essayer de recentrer. Mais là, pour moi, il y a rien qui permette de garantir, que ça aille bien, si ce n'est le fait de sensibiliser, les personnes. Donc on et ça passe aussi par de la formation, donc et c'est là où peut-être je rebondis aussi sur Sator, et sur le cours parce que c'est vrai que c'est, bon, le la question de la formation, souvent on pense formation technique, comment je vais utiliser, comment je vais faire mes prompts et cetera. Mais bon, déjà à la base, il y a quand même un peu de la compréhension des enjeux qui sont posés et en tout cas nous on n'a pas développé le cours, pour tous les salariés d'entreprise pour l'instant. C'était un peu consommateur, mais en tout cas au niveau de toute la direction et des copiles IA et des équipes qui travaillent dessus, elles ont toutes pu bénéficier, du cours que tu as réalisé Théo et pour pouvoir justement avoir comment dire? Ouais, en tout cas, une connaissance des enjeux un peu plus large, dont on espère qu'elle pourra se refléter après derrière dans les prises de décision. Je pense que c'est très compliqué d'encadrer vraiment les décisions par rapport à ça, en tout cas par rapport à l'usage, individuel. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'éclairer au maximum les personnes pour qu'elles se posent les bonnes questions au bon moment et après essayer de faire du retour d'expérience pour les loupés, parce qu'on aura des loupés aussi. Donc on en a eu sans doute eu des loupés, mais je ne les connais pas forcément. On parle plutôt de ses succès que de ses loupés. Mais voilà, on va apprendre en marchant, quoi. Et merci pour ça et je pense pour rajouter, à ce que tu dis, un point sur le cadre et qui après me permettra de tendre vers, la mesure. J'ai une question pour toi aussi sur la mesure et puis je pense qu'après, comme le temps passe vite et qu'il y a plein de questions déjà dans le chat, on fera, plutôt une session sur le chat. Si on est d'accord, on a jusqu'à 14:00, hein, pour, C'est bien ça, ouais. c'est ça, hein? Oui. Hem, le peut-être moi je pense que quelque chose qui, est hyper intéressant à faire comme exercice, heu, c'est qu'on parle de sujets qui vont avoir un impact, et la plupart des communautés qui sont présents ici sont des gens qui ont un peu l'habitude de se poser des questions sur l'impact, un peu au sens large et quand on parle d'IA, faut vraiment se dire que c'est un peu plus et notamment genre les questions d'IA générative, mais pas que. C'est un peu plus que des technologies, juste, on les met, il y a des trucs qui rentrent, et il y a un usage à la fin et on voit ce que ça peut donner. Il faut se poser des questions au deuxième coup, ou essayer d'avoir 3 coups d'avance, pour essayer d'avoir une mesure d'impact qui est la plus réaliste possible, notamment quand on va, se lancer un cas d'usage, ou en tout cas une idée des différentes phases dans lesquelles ça pourrait, se faire. Je vous donne un exemple, je vais vous donner plusieurs exemples pour me dire de quoi je parle. C'est que très souvent, quand on parle des enjeux-là, on se dit: «J'ai fait tel cas d'usage» ou genre: «J'ai mis ça en place, et voici l'impact que ça a eu. J'en a eu, tant de peut-être plus de CA et puis on a fait dépensé tant d'énergie» et on se pose pas plus de questions que ça et notamment on ne vient pas forcément étudier et réfléchir en avance aux effets,
d'induction, de substitution, d'effets rebonds, de dans quel cadre socio-technique ça vient s'inscrire et comment, genre, derrière, tout ça peut changer, qu'est-ce que ça fait à nos concurrents et comment tout ça, ça va évoluer et qu'est-ce que ça crée auprès de nos salariés de l'avoir fait et ça, c'est des choses qui peuvent se réfléchir d'une certaine manière. Si jamais je titille, ton cas d'usage, Bruno, qui effectivement je trouve a l'air super, sur, la sécurité des vélos. Moi tout de suite quand je l'entends, je me pose quand même la question de: «Ah bah tiens, ça pose quand même des sujets sur, potentiellement plus de caméras, potentiellement plus de surveillance dans l'espace public, qui pour des raisons de sécurité sont potentiellement légitimes, mais en tant que société plus largement, est-ce qu'on a envie de vivre dans ces mondes-là?» Et c'est des questions, des débats éthiques qui peuvent aller au 2e coup derrière certains cas d'usage. Parfois sur certains autres cas d'usage, on peut se dire, «C'était hyper intéressant». Par exemple, effectivement, j'ai gagné en productivité et puis après se pas forcément se rendre compte qu'on peut s'attendre derrière à ce que demain, tous nos clients, parce que tous nos concurrents vont, attendre la même chose, il va y avoir une attente de, la productivité. Ça va se traduire en une baisse de coûts. Aujourd'hui, ce qu'on voit pour plein d'entreprises qui vendent du service, c'est que le service est très difficile à facturer, en taux journalier. Il commence à devoir être facturé au résultat parce que, genre, maintenant, par toute une pression concurrentielle qu'on n'a pas forcément anticipée. Au début, on dit trop bien: «Je gagne du temps», on commence à avoir le marché qui attend, 20 de moins parce qu'il s de prix, parce qu'il s'attend à ce que tu fasses le travail 20 plus vite. Sauf qu'en réalité, tu vas pas forcément gagner 20 du temps, mais tu remets ça sur tes employés, qui pensent pouvoir le faire en 20 du temps, mais en fait surestiment le temps qu'ils vont gagner. Du coup, ils se retrouvent à travailler plus, mais en même temps, on n'a pas forcément recruté et au final, les gens se retrouvent à faire plus de tâches et c'est un peu ce qu'on voit un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a plein tous ces effets-là qui se mélangent un peu dans tous les sens. Ils peuvent pas forcément tous être écrits parce qu'on n'est pas non plus, devins, mais typiquement, ce que recommande, par exemple, un chercheur, que j'aime beaucoup, Gauthier Roussy, qui travaille beaucoup sur les effets du numérique, notamment sur l'environnement et sur les effets, des cas d'usage du numérique, qui a fait une étude pour l'ADEME qui est assez géniale, dans laquelle il montre, en fait, plein de cas d'usage de est-ce que, telle solution numérique a fait effectivement a aidé la décarbonation et ben, on se rend compte qu'il faut faire des arbres de décision de tous les effets de substitution, d'induction, d'effets rebonds, de tout ce que ça peut créer et de se poser ces questions-là, ces décisions qu'on veut prendre en fonction de ça aussi. Et donc c'est assez compliqué, mais je dirais que par rapport à ce que tu disais Bruno, moi un truc que j'inviterais à faire et que je ne fais pas non plus tout le temps, c'est d'essayer de se poser les questions au 3e niveau, si pour pouvoir, se dire, aussi, vers où on va, en fonction, quoi. C'est, peut-être un peu utopiste, mais je remettrai dans le chat, le lien vers ce type d'arbre de décision qu'on peut se poser, et qu'on pense pas forcément à faire quoi, à imaginer quand on essaie de mesurer l'impact, quoi. Je sais pas si ça Non, t'évoque oui, oui, une moi réponse, là-dessus? non, moi, ça me parle complètement. Après la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est le fait de pouvoir, pour à la fois, avoir une vision, assez concrète et juste, des impacts heu, même déjà de la nature et de la quantification. Donc on a plein d'incertitudes autour de ça. Donc ça n'empêche pas que de se poser les questions, mais c'est vrai que c'est plus un arbre d'indécision qu'un arbre de décision quand on commence à mettre, tout dedans. C'est vrai que c'est enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça peut être, qualitatif et pas forcément toujours quantitatif, mais n'empêche que il faut poser toutes les questions. Moi, je pense que ça, en tout cas, enfin, essayer d'être très large dans les questions qu'on se pose, je pense que c'est bien et là, c'est vrai que c'est plutôt à travers des processus où on a, c'est pas tout seul qu'on y arrive. Faut pouvoir arriver à écouter aussi, les gens qui sont critiques dans ces moments-là pour pouvoir, se challenger et rien oublier. Alors pour prendre l'exemple du vélo, ça c'est une question qui était, très clairement, sur la table, dès le début et donc la solution qui a été choisie, c'était le fait de se dire qu'à un moment donné, il y a que les situations conflictuelles, avérées, qui étaient enregistrées et dans ce cas de figure, tout était flouté, aussi bien au niveau des personnes que des plaques et cetera. Donc en fait, il y a eu un cadrage pour le fait que ça ne puisse pas, que les images ne puissent pas être utilisées pour autre chose que ce pourquoi, l'outil a été fait. Donc ça a été, pris en compte. Alors après, voilà, je sais pas si on est complètement à 100 sur le truc, mais en tout cas, ça fait partie du cahier des charges et Ouais. c'est dans la réalisation. Voilà. Donc oui, oui, moi je partage cette question d'essayer enfin en tout cas, il faut imaginer les impacts. Alors la question des effets rebonds, on sait que c'est une réalité, on sait qu'ils arrivent toujours, mais on a là aussi du mal à les estimer. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile, autour de ça.
Moi, j'avoue que là, en tant que chef d'entreprise, heu, on oui, on essaie de prendre des décisions avec le maximum, d'informations. On sait qu'aujourd'hui, c'est on prend beaucoup de décisions avec de l'incertitude. Donc l'élément le plus important, c'est pouvoir se donner des moyens d'évaluer, de faire du retour d'expérience rapide, d'ouvrir d'ouvrir les oreilles, d'interroger, les personnes largement qui peuvent être, impactées pour pouvoir après, rectifier le plus vite possible. Ça n'empêche pas la réflexion préalable, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de se dire que même en regardant tout au début, on n'est pas sûr du tout d'arriver sur quelque chose qui va bien fonctionner ou qui aura l'effet suffisamment, positif et nous, au-delà de ça, c'est un dans notre métier, c'est quelque chose qu'on a un peu partout parce que, on va dire toute activité humaine a de l'impact sur l'environnement. Ça, je n'apprends rien à personne aujourd'hui. Bon, donc la question c'est, est-ce que derrière les impacts positifs vont être considérés comme supérieurs aux impacts négatifs qu'on va avoir? En sachant que tout n'est pas quantifiable et puis on va pas parler forcément des mêmes sujets, hein. On prend, voilà, peut-être une installation de production d'énergie renouvelable, elle va avoir peut-être un impact positif sur le climat, mais elle va avoir un impact négatif sur la biodiversité. On n'est pas dans les mêmes catégories. Comment on compare les choses? Donc voilà, on est la grosse difficulté, c'est la complexité de plus en plus importante de ce monde. Alors ce qui n'empêche pas et moi je partage là aussi le fait de se dire, des fois, j'arrive pas à me faire une vision, assez complète ou assez fidèle et peut-être qu'il vaut mieux que du coup je m'abstienne. Mmh. C'est aussi quelque chose sur lequel, je pense qu'il faut avoir le courage de pouvoir le faire de temps en temps et de pas se laisser entraîner par «la meute» entre guillemets par rapport, disant: «Tout le monde fait ça, donc je peux pas m'empêcher de le faire», quoi. Mmh. Mais c'est pas facile, hein. Voilà. Et justement peut-être, pour reprendre le cas d'usage que tu mentionnes sur le vélo, tu, disais que là vous aviez, fait des choix de, c'était pas de l'IA générative, ce qui posait déjà, moins de questions, que genre vous avez fait des choix de mode allégé, que genre, vous êtes en capacité de genre justement maîtriser un peu la chaîne et cetera. Est-ce que, parce que c'est une question que, je voulais te poser, qui est posée aussi dans le chat, est-ce que vous avez réussi à mesurer par exemple, la consommation énergétique de ce dispositif et pour pouvoir genre, vous dire: «OK, ça c'est, on voit que c'est justement intéressant, quoi». On la mesure et on a des objectifs d'en baisser la consommation et après encore une fois, on est un peu on est en finalisation un peu de la de la du programme. On n'est pas complètement dans le déploiement, comment dire? Usuel, hein. Voilà, donc on est encore, c'est encore un produit qui est en train de sortir de sa phase de développement innovation. Mais là, par contre, moi, je serais pas capable de faire la réponse technique autour de ça, mais je sais qu'il y a de la mesure, qui est faite, autour de ça, ouais, sur les consommations. Parce qu'on est plutôt sur des systèmes embarqués là. Alors j'essaie de faire un peu un mode, interactif, de ce webinaire, et de pas forcément genre attendre la fin, regarder les questions du chat, et je réponds un peu aussi en même temps, et aussi en même temps moi, à certaines questions que je vois passer. Où typiquement effectivement il y a des gens se posaient des questions sur ton cas d'usage. En même temps, plus largement, Johanna qui demande, est-ce qu'il y a des méthodologies et outils pour mesurer la consommation des usages de l'IA au sein d'une entreprise? Hem, quand on dit ça, et d'ailleurs coucou Johanna, j'espère que tu vas bien. Il y a, notamment, enfin parlons déjà de consommation énergétique, qui est peut-être un des sujets les plus simples d'une certaine manière, et on pourra parler d'autres, impacts, et il y a d'autres sujets de consommation, au-delà de ça. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête quand on parle d'IA, c'est ce que tu disais Bruno au début, c'est qu'on a la malchance d'avoir dès le début un mot qui fait un amalgame de plein de technologies qui peuvent être complètement différentes. Et je le répète quand même, assez souvent, ça commence à être assez connu, mais d'une certaine manière, l'algorithme qu'il y a dans le GPS ou celui qui permet de faire le tri des spams dans les emails sont différentes fonctions d'algorithmes d'IA, et qu'un algorithme d'IA de spam, c'est pas très problématique d'un point de vue consommation d'énergie. Ça pose peut-être d'autres questions, mais d'un point de vue consommation d'énergie, on peut en avoir des milliards d'utilisations. C'est plutôt efficace, et ça consomme, c'est très loin de consommer de l'énergie, à un niveau qui est, autre qu'insignifiant. De l'autre côté, générer du texte sur un modèle d'IA qui est plutôt petit, donc pas trop ce qu'on a aujourd'hui, ça peut être déjà 1000-10 000 fois plus que de la détection, de la classification de texte. Générer une image, ça peut être encore 1000-10 000 fois plus que générer du texte.
générer une vidéo, ça va être encore 10 000 fois plus que de générer une image. En fonction des usages, on n'a pas du tout les mêmes enjeux et qu'en fonction aussi de ce que ça consomme, il y a aussi un autre enjeu qui est assez complexe, c'est qu'on arrive au bout d'un moment, au bout d'un certain seuil, où on ne peut plus être propriétaire de son infrastructure de calcul avec la majeure partie des fonctions et des algorithmes et des d'IA qui existaient dans les organisations il y a encore quelques années, c'était des choses sur lesquelles on faisait nous-mêmes les calculs. C'est-à-dire que c'était les DSI, les directions de data et IA qui faisaient la plupart de ces calculs-là en les internaliser, que ça soit sur le cloud, mais on pouvait quand même avoir accès aux calculs, à ce qui se passait, ou on-premise, voire directement sur les ordinateurs des employés ou sur nos téléphones, et cetera. Donc ça veut dire que si c'est nous qui faisons le calcul, on voit très facilement, en tout cas, une forme de consommation d'énergie et parfois même sur le cloud, même quand on faisait tourner nous-mêmes un calcul sur le cloud, on peut avoir un proxy de l'énergie consommée, avec différentes méthodes et il y a des outils notamment pour pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose d'assez technique, qui est faisable et c'est aussi comme ça qu'on suit l'empreinte de son numérique. La différence qu'on voit aujourd'hui avec l'IA générative, c'est qu'au bout d'un certain seuil, on parle les IA vont tourner dans des data centers qui sont spécialisés et à travers des services tiers. Donc c'est pour ça que c'est quand on vient utiliser, ChatGPT, ça tourne plus sur notre infrastructure de calcul, notre cloud de notre entreprise, ça tourne ailleurs sur celle de l'entreprise tierce et ils nous vendent accès à ce service et du coup, c'est comme quand on parle de, comprendre, l'impact, énergétique et carbone auprès de ses fournisseurs. C'est-à-dire que ça devient un sujet de réussir à obtenir de l'information auprès d'une personne qui ne veut pas forcément la donner. Et donc aujourd'hui, on n'a pas accès aux consommations énergétiques des services tiers d'IA générative qui sont faits auprès d'autres prestataires. Les plus transparents étant à la limite Mistral, qui ont fait un petit peu de transparence là-dessus, mais très peu. Et c'est pas du tout suffisant pour pouvoir comprendre les usages. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux facettes, on va dire, de l'IA. Il y a ce qu'on peut à peu près mesurer, euh, et ça, c'est un travail IT de venir mettre en place les bouts de calcul qui permettent d'agréger, et de piloter sa consommation énergétique liée à ces sujets et de potentiellement la réduire et de l'autre côté, il y a tout ce qu'on maîtrise pas forcément, sur lesquels on n'a pas forcément la donnée, qui est tous les services tiers et incluant notamment aussi l'usage individuel et notamment même celui qui ne passe pas, même pas par les copilotes, par exemple, comme tu disais, qui auraient été prévus par, chez vous, côté Indigo, et que si les gens n'y ont pas accès, ils vont peut-être utiliser ChatGPT dans leur coin. Théoriquement, quand on parle de bilan en scope 3, on doit quand même l'inclure, même si on ne sait pas que nos employés l'utilisent, quoi. Un peu comme, quand on parle du transport, du télétravail et ce genre de choses. Et donc on a un sujet qui est assez complexe parce que, pour pouvoir avoir cette vue d'ensemble, il faut pouvoir prendre tout ça et notamment les endroits dans lesquels on a beaucoup d'incertitudes et qu'aujourd'hui, une requête ChatGPT, on ne sait pas combien ça consomme, on ne sait pas combien ça consomme, on ne sait pas combien ça consomme. Je le rappelle 3 fois pour qu'on se rappelle qu'on ne sait pas combien ça consomme une requête ChatGPT. Que potentiellement, en fonction de la manière dont on l'a fait, ça peut être effectivement un peu anodin. Par exemple, quelqu'un qui se sert de ChatGPT tous les jours, moi, ma propre intuition due à des proxys, même si je ne sais pas combien ça consomme, c'est que c'est potentiellement un utilisateur un peu de base qui s'en sert pour faire des emails. Ça ne pesera jamais dans son bilan carbone, autre que, genre rien à voir avec son transport et son déplacement, son logement et sa consommation alimentaire. Quelqu'un qui commence à générer des vidéos, quelqu'un qui commence à coder, comme d'ailleurs moi je le fais, potentiellement la multiplication de ces usages-là et l'intégration dans tous les services fait que ça commence à peser, mais en vrai on ne sait pas trop. Donc voilà, donc il existe des proxys, dans Data for Good, on incube des outils pour pouvoir essayer de piloter, ça, assez facilement. Donc notamment je vais remettre dans le chat, l'outil Ecologits, qui est un outil qui a été incubé par Data for Good, qui permet d'avoir des proxys des consommations énergétiques, et carbone des outils d'IA générative, même si on ne maîtrise pas cette chaîne de calcul. Et Code Carbone, qui est un autre outil, gratuit et open source qui a été incubé par, mon association, qui permet cette fois de mesurer quand on fait nous-mêmes les calculs. Et donc en combinant les 2, on peut à peu près avoir un bilan énergétique et carbone en scope 3. Par contre, ça nécessite de venir capter de la donnée d'entrée pour pouvoir appliquer ces facteurs de comparaison et donc, typiquement, vu qu'on l'a pas, il faut un peu le piloter au niveau du global quand on déploie des outils et parfois, moi j'ai vu des entreprises faire des questionnaires, par exemple, pour dire, le but n'est pas de vous taper sur les doigts forcément, de vous dire: «Arrêtez d'utiliser le truc dans votre coin», mais par contre, on a besoin de comprendre, comment évoluent les usages, qui s'en sert, combien de fois par jour, quel type d'usage vous en faites, essayer de piloter ces évolutions-là,
et de convertir ça en de l'énergie et du carbone pour essayer d'avoir une vision d'ensemble. C'est assez compliqué, il y a des méthodologies qui commencent à arriver. Il y a des méthodologies qui sont, dans un peu dans tous les sens, mais il y a rien d'unifié aujourd'hui au niveau, du GHG protocole, du bilan carbone pour pouvoir le faire proprement. C'est encore en pleine évolution et ça va très vite, mais voilà, donc j'essaye que j'espère que déjà ça donne quelques points pour essayer de réussir à piloter tout ça. J'ai genre, plein d'articles dans ma tête que j'ai envie d'écrire là-dessus, pour, donner des conseils pratiques, et que je ferai peut-être quand j'aurai le temps, mais pour l'instant je ne les ai pas faits. En tout cas, voilà, je vous conseille déjà tous ces points-là et je mets les logiciels dans le chat. Non, c'est vrai que c'est compliqué de mesurer, alors encore plus, quand on n'est pas qu'on n'a pas quand même, des beaucoup de temps et d'expertise, sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le faire, mais ça renvoie pour moi aussi sur la question de pour une entreprise, c'est important d'avoir de la compétence interne sur le sujet. Je pense que ça fait partie des points critiques, parce qu'il y a tellement de sollicitations, aujourd'hui, des différents prestataires, de services, au sens très large autour de ça, heu, et des effets de mode, ou des effets de meute qu'à un moment donné, je pense que c'est important de se doter d'une expertise interne, à minima pour être capable un peu de pouvoir faire un dialogue critique avec l'extérieur sur le sujet, quoi. Et alors après c'est aussi, avec cette expertise interne qu'on va pouvoir aussi, monitorer, piloter, mieux gérer certains effets, qui sont techniques. Mais en tout cas, voilà, moi j'encourage les les entreprises à se doter en fonction de leur taille, bien évidemment, mais en tout cas, on c'est une ressource qui me semble, indispensable si on veut pas se laisser entraîner dans des trucs, qui peuvent être, des gouffres dans tous les sens, des gouffres financiers, des impasses. Parce qu'il faut on parle des réussites, mais il y a quand même plein de boîtes qui se sont plantées sur le sujet. Il y a des millions, des dizaines de millions d'euros qui sont dépensés pour rien du tout. Enfin bon, c'est pas si rose que ça. Moi, je connais un certain nombre de personnes qui ont essayé de déployer des trucs vite et qui pour, rien du tout, avec des énormes consommations de moyens. Donc voilà, et on n'est pas sûr non plus, que derrière, on ait des effets positifs. Donc en tout cas, il faut de l'indépendance, pour pouvoir, faire ses choix. Et puis l'autre point que je voulais évoquer, je l'ai oublié, donc donc je vais te laisser rebondir. Merci beaucoup messieurs pour ces partages. Avant de passer aux questions-réponses, justement, vous parliez de former, et d'avoir des compétences en interne. Beh, effectivement, je vais vous parler rapidement, de Sator, avant juste de passer aux questions. C'est vrai que Sator aujourd'hui, qui a été créé par Pierre Gilbert, sur les sujets de prospective, bah, on arrive à ramener, plus d'une trentaine de masterclass, dont celle de Théo, et merci beaucoup encore pour, ta contribution qui est très précieuse quand on parle des sujets d'IA. Mais on ne parle pas que des sujets d'IA, bien sûr, chez Sator, parce qu'on va assez adresser, l'ensemble des différents métiers sur la partie solutions des entreprises, que ça soit sur la partie, ressources humaines, finances, achats ou même, la R&D et les sujets de prospective et d'innovation. Car en fait, on a sur ces 32 masterclass, bah, des sujets de coopération avec Pablo Servine, de robustesse avec Olivier Amand, des limites planétaires pour savoir dans quel monde on vit avec Audrey Boilly, mais aussi des sujets de facteurs humains, avec, Stéphane Lambranche ou Arthur Keller qui va nous parler des sujets de systémie. Je les fais pas tous, mais vous pouvez les consulter bien évidemment sur le site internet. Tous les sujets des génies animaux ou même des enjeux de l'eau sont très importants aussi, pour aller s'inspirer aussi de ce qui se fait dans la nature, pour le biomimétisme. La partie soft skill aussi est intéressante pour les RH parce qu'on va les parler, la puissance du cerveau ou même, essayer d'être beaucoup plus sur son intuition. Heu, il y a aussi, la destination sommeil qui sert aussi pour, l'ensemble des organisations. Donc brièvement, nous on a des formules pour, les entreprises sur, des parcours autonomes, cours à l'unité ou, abonnement annuel pour les personnes qui ont envie d'enrichir leur veille grâce à ça. Parcours personnalisé qui correspond plus aux organisations aujourd'hui sur, on nous demande plus de personnaliser nos parcours et donc on va les piocher, différents parcours dans notre catalogue de plus de 300 heures pour justement, un peu mieux, comprendre un peu les objectifs de l'organisation et leur donner justement cette vision et de hauteur pour se former et avoir suffisamment de hauteur sur les sujets qui nous dépassent à un certain moment, bien évidemment. Et le parcours sur mesure arrive à
adapter ça et le parcours accompagné, c'était pour renforcer un peu plus, le dynamique collectif. On a été beaucoup sur du distanciel en digital parce qu'on a une application, donc on a une plateforme, mais en fait, on a créé un parcours qui permet de rassembler un peu le dynamisme collectif à travers un programme de Sator, en faisant venir les gens autour du programme avec des ambassadeurs dans les entreprises, un peu à la fresque du climat. Oui, j'y ai travaillé, c'est pour ça qu'on s'est un peu inspiré de ça. Donc de faire des événements justement qui permettent de fédérer, de se voir régulièrement pour partager sur les contenus et de ce qu'on a pu apprendre et comment le mettre en application lors des rendez-vous réguliers. Comme ça, on met un peu plus de présentiel et on fait un système hybride. Et puis bien évidemment de célébrer et puis de faire intervenir des gens comme Théo, dans vos organisations, et puis de remettre la mesure d'impact auprès de vos collaborateurs et collaboratrices. Je m'arrête là et je passe aux questions-réponses que Alexandre va mener dès maintenant. Merci de votre écoute. Et bonjour à tous. Hop là. Bonjour à tous, merci pour le passage, Olivier. Donc beaucoup de questions sur l'impact, justement, sur la mesure d'impact. Merci Johanna et merci pour ceux qui nous quittent déjà. On comprend que vous ayez des contraintes. En tout cas, merci pour votre participation. Et en effet, beaucoup de questions sur le chat côté mesure et notamment sources scientifiques il y avait une question de Birgit notamment sur justement quelles étaient les ressources clés. Mais je crois que Théo, tu avais déjà monitoré le chat toi-même et tu as déjà répondu. Donc on va peut-être pas tout les détailler. Et il y avait quand même un truc assez intéressant de la part de Niels qui était l'IA pour mesurer les rebonds. Alors là, on rentre dans Inception, c'est qu'après, on pourra utiliser une IA pour mesurer les rebonds, des rebonds, des rebonds. Mais ça, c'est peut-être quand même une question pour toi, Théo. On peut peut-être avoir un premier usage de l'IA pour identifier et poser, comme tu disais, des proxys. Et après, on utilise les proxys, on n'a plus besoin de faire tourner d'IA. C'est un peu comme ça que les outils que tu mentionnais tout à l'heure ont été conçus. Hem, non, alors si on Hop parle là, que de attends, le son n'est pas. non, c'est bon? On m'entend bien? Ouais. Hem, donc oui, si on parle juste de consommation, énergétique, c'est vraiment un truc, presque tout bête, je vais te dire, mais leur travail, côté écologique, c'est assez, formidable. C'est que, en gros, on sait à peu près il y a certains algorithmes qui sont open source. C'est-à-dire que, ChatGPT, comme j'ai dit, on ne sait pas ce que ça consomme. Par contre, il y a des algorithmes d'IA qui sont, gratuits, open source, d'IA générative qui sont gratuits, open source, c'est-à-dire qu'on peut soi-même les faire tourner sur notre propre machine. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'ont fait plein de chercheurs? Ils ont pris, tous ces algorithmes-là, ils les ont fait tourner eux-mêmes et ils ont récupéré la consommation énergétique. Donc en gros, ça donne quelques points de données et ensuite on peut se dire, bah, ChatGPT, ça ressemble à ça, Claude, ça ressemble à ça, Copilot, ça ressemble à ça et notamment, on fait une estimation sur la taille et la puissance de l'algorithme pour se dire que celui qu'on va utiliser est à peu près fonctionne à peu près pareil et donc a priori, c'est sûrement autant que celui qui lui ressemble pour lequel on a vraiment pu mesurer la consommation énergétique. Donc c'est vraiment de l'extrapolation et ensuite après on tire des traits pour se donner une idée et donc par exemple, le calculateur écologiste, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il tire des traits sur des algorithmes dont on sait la consommation énergétique pour essayer d'extrapoler. C'est plutôt bien fait, il y a plein d'autres hypothèses derrière. C'est beaucoup plus, compliqué que ça en pratique, mais c'est vraiment, c'est plutôt ça. Ça le dit, si vous faites de la génération de texte avec un algorithme qui ressemble à ça et ben ça va consommer a priori tant. Derrière, ça ne s'arrête que à l'énergie, ça laisse des incertitudes sur où est-ce que sont faits les calculs et donc combien ça va émettre de CO2, en fonction de la grille et de l'intensité carbone du réseau local dans lequel est le data center et en vrai, ça non plus, on ne sait pas et donc par exemple, que ça soit sur, l'eau, l'énergie, le carbone, la pollution de l'air, voire les impacts sociaux autour des infrastructures qu'il y a des data centers. Aujourd'hui, il y a très peu de transparence. Vient d'être votée, des nouvelles lois françaises et européennes qui vont plutôt dans le sens de pas mettre plus de transparence et on a appris cette semaine derrière une investigation des journalistes de Investigate Europe, qui est un gros consortium de journalistes d'investigation, que, toute la loi européenne qui permettait aux data centers de cacher leurs impacts environnementaux pour des raisons de compétitivité avait été en fait écrit par Microsoft, pour ne pas genre dire, les informations qu'il y a derrière. Donc, il y a aujourd'hui, voilà, c'est un peu compliqué, de tout savoir sur toute la partie environnementale, biodiversité, on n'a pas beaucoup d'idées et on reste au niveau des infrastructures. Ensuite, plus largement, parce que c'était aussi la question,
de Brigitte sur le S et le G, plus largement sur les autres thématiques. Je dirais que ça dépend, aussi pas mal. Hem, sur le S, on pense à tous les indicateurs autour du travail, et donc on va retrouver un peu les mêmes raisons. On parle de autant de productivité que de bien-être, que de collaboration, et ça, c'est aujourd'hui c'est toujours été plus difficile de mesurer des choses sur le S et le G. Par contre, d'une certaine manière, c'est assez facile de se poser des questions, au moins dans son entreprise, parce que les gens, on les a, autour de la table, quoi. Et donc typiquement, moi, dans les bonnes pratiques les plus, pertinentes que j'ai vues là-dessus, sans se dire qu'on a une idée des impacts, c'est il faut le piloter dans le temps, mais il faut surtout mettre les gens dans la boucle. Et donc, les gens dans la boucle, ça peut être autant les personnes concernées. Par exemple, moi, j'ai vu des cas d'usage par exemple, dans l'architecture, de gens qui refusaient de mettre de l'IA dans les plans parce que c'était le plaisir de leur métier, c'était le sel de ce qu'ils aimaient faire. Par contre, qui étaient tout à fait d'accord d'en mettre à d'autres endroits qui étaient, des parties qui les intéressaient moins, comme, des checks de sécurité, ce genre de choses. Dans la RSE, je pense qu'on a, entendu pas mal de gens dire qu'ils n'avaient pas tant envie de faire du reporting, et qu'ils avaient envie d'un peu automatiser ça, et qu'il y a d'autres parties qu'ils voulaient pas remplacer, et c'est hyper important de donner la parole, et de le faire évoluer ça dans le temps, et d'autres personnes qu'il faut mettre aussi, très vite dans la boucle pour penser à ça, quand on est une organisation, je pense, engagée, c'est, les CSE, voire, les syndicats, parce qu'on parle de transformation des métiers et transformation du travail, qui sont des choses qui s'anticipent, qui se discutent et qui nécessitent parfois une planification, un dialogue social, qui va autour. Et donc ça dépend de la taille de vos entreprises, ça dépend de la structure, ça dépend de plein de choses. Mais, sur le S, on peut mesurer un peu comme avant ce qu'on pouvait mesurer. Je dirais que le plus important, c'est d'arriver à créer cette forme de dialogue social qui existe dans les boîtes, et de le renforcer autour des questions d'IA. Hem Et le G, on en a aussi un petit peu parlé. En tout cas, voilà, si vous voulez des sources, là-dessus, je réponds à plein de questions en même temps. Heu, Merci, Alex, tu en as mis, dans le chat sur la partie environnement, j'en ai rajouté. Et après, heu Qu qu'est-ce que je peux, est-ce que j'ai une source magique? Je vais réfléchir si j'ai une autre source magique qui contient plus de choses, que ça. Il y a le cours, bien entendu. Heu rebondir rapidement sur le S parce que c'est vrai qu'on en a pas forcément énormément parlé. Moi je pense qu'il y a une question, c'est il y a 2 impacts, très, très forts, hein. C'est la question du remplacement de certains métiers, voire certaines, postes, voire, du coup certaines personnes et après il y a la question du changement du contenu du travail et ça c'est 2 dimensions qui sont importantes à prendre en compte. La première sur la question du remplacement des personnes ou des postes, ça je pense que c'est, vraiment un engagement d'entreprise. Nous, on l'a pris, c'est le fait de se dire: «On ne remplacera personne par des agents». Ça veut dire qu'à un moment donné, on assume le fait de se dire: «S'il y a des postes dont le contenu va être, bouleversé, beh, on fera évoluer les postes et les personnes, mais en tout cas, on remplacera pas des personnes». Voilà. Il y aura pas de suppression d'emplois liée à l'IA. Ça, on a pris l'engagement dès le départ, et comme nous, on est une entreprise, voilà, on est une entreprise qui appartient à ses salariés, hein, donc il y a pas d'actionnaire extérieur, donc on est capable de prendre certains engagements autour de ça et de les tenir quand même. C'est crédible. Donc je pense que ça faut essayer de sortir le côté, le risque, mon emploi va sauter. Ça, je pense que ça peut être très, très anxiogène et après il y a la question comment mon emploi est transformé, et ça, c'est encore autre chose et bon, on a des choses qu'on peut imaginer au départ, mais de toute façon, ça va avancer, donc il faut être capable effectivement d'être dans des démarches réflexives, et puis ça peut se faire qu'en associant les utilisateurs. Là, je partage complètement, la vision de Théo. Après, moi, c'est là où je dirais, je suis un tout petit peu optimiste peut-être, là, c'est juste le recul, mais bah, nous, on a des postes qu'on appelle encore, des assistants de projet chez nous, c'est plutôt assistantes parce que c'est plutôt des femmes, mais c'est assistantes, on va dire. Mais, moi, j'ai vécu la transformation, depuis la machine à écrire à la manuelle, même pas électrique déjà, donc vous voyez, il y a eu plein de changements, derrière et les postes n'ont plus rien à voir, mais on voit qu'il y a toujours, des tâches, où à un moment donné, des tâches à valeur humaine, ajoutée, qui existent et donc on aujourd'hui, ça va très, très vite, mais la question, c'est comment on reconstruit de la construction de valeur à partir, des compétences de certaines personnes dans un contexte qui est différent. Voilà. C'est plus difficile parce que ça va vite, mais pour moi, c'est du même ordre de grandeur que ce qu'on a pu vivre dans des transformations précédentes et en tout cas, faut le tenir, faut le mettre en priorité et puis il faut surtout associer les personnes concernées parce que ça viendra jamais de l'extérieur ou ce sera toujours mauvais si ça vient de l'extérieur.
Super, bah, ça fait une super transition avec la question de Michael, puisque vous avez abordé le sujet humain et le fait d'associer les parties prenantes, hein. Tu as même parlé des CSE et des syndicats, Théo. La question de Michael, était, est-ce qu'il y a des méthodologies que vous recommandez? Et je pense que cette question est valable pour tous les 2, parce que c'est sur le faire commun. Alors le faire commun, ça peut être, faire commun, faire des communs et notamment lié au service du bien commun qui on se le rappelle est le titre de ta masterclass, Théo. Mais ça peut être aussi faire commun ensemble, en tant que groupe humain, qu'est l'entreprise. Donc comment on se met en commun pour, pour faire ensemble ou comment on fait des communs? C'est un peu comme ça que j'ai interprété, la question, Michael, et voilà, je pense que ce sera la question de fin. Est-ce que vous avez des méthodologies ou des peut-être des choses qui vous ont, donc tu as mentionné notamment, Bruno, ce comité de pilotage IA. Il y a peut-être quand même aussi de la méthodologie, de la façon de faire. Juste, c'est pas juste décréter un comité, quoi. J'imagine qu'il y a aussi un petit peu de 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 cadrage, d'encadrement de ça. C'était un peu la question de Michael et je vous laisse dérouler tous les 2 peut-être, en commençant par toi, Bruno? Oui, je l'ai un peu évoqué, hein. Moi, je pense ce qui est important, c'est de ne pas en faire une question personnelle. C'est-à-dire, c'est pas aux salariés individuellement de se transformer, même s'il y a une part de transformation qui devrait être individuelle. C'est-à-dire, faut le penser comme une transformation collective. Il faut qu'on ait des groupes dans lesquels ces questions vont être mis en œuvre. Donc moi, j'ai parlé de la communauté ce qu'on appelle des innovateurs IA chez nous, qui sont un peu ceux qui sont les plus expérimentateurs autour de ça. Ça se fait en commun, dans le sens où les gens partagent leur retour d'expérience, positif, négatif, et cetera, et avec l'idée que ces personnes-là, c'est aussi celles qui vont pouvoir, accompagner les autres, derrière, et qui sont un peu les ambassadeurs aussi pour déployer. Donc c'est moi je pense qu'il faut vraiment le penser, enfin, moi je mettrais cette idée de se dire: «Faut le penser comme une transformation collective, une transformation, et pas mettre la pression sur l'individu en disant: "Il faut que tu te démerdes pour maîtriser, l'IA générative"». Voilà, ça c'est un élément qui me semble important, et l'autre élément, c'est aussi de se dire: ça passera peut-être par des utilisations de l'IA à travers des outils communs, et il ne faut pas forcément, vouloir là aussi tout mettre sur les individus. Ça passe par le fait qu'il faut travailler en coopération à l'extérieur des entreprises. Moi, le cas de figure que j'évoquais sur le vélo, c'est une rencontre en 2 entreprises, Ecocompteur et Indigo, qui travaillent ensemble depuis près de 15 ans. Donc on fait de l'innovation, en commun, là aussi. Donc je pense que on sera beaucoup plus pertinent, on tombera moins dans tous les risques, qu'a évoqué Théo. Plus il y a de regard extérieur, plus on associe de personnes, et des personnes qui sont vraiment concernées, encore une fois, hein, c'est pas de faire de la faut qu'on ait plus on a des chances que ça marche moins mal, quoi, voilà. Et donc moi, c'est aussi un message, je pense, qu'il faut. Et je pense, moi, je vais rajouter juste un mini élément parce que tu as tout dit, Bruno. Il y a des choses que j'ai pas forcément vues, mais que je me dis qu'ils vont un peu arriver. On peut faire plein de parallèles avec la crise climatique autour de l'IA. C'est un peu la même chose. Comme Timothy Morton, je crois que c'est l'introduction de mon cours, qui disait que c'était un peu un hyper-objet, l'IA, un truc un peu loin, un peu diffus, qu'on comprend pas toujours, qu'il y a plein d'endroits, et cetera. Et donc les gens il y a les mêmes IA anxiété, éco-anxiété, enfin on retrouve plein de parallèles. Et du coup, il y a plein de dispositifs qui ont été inventés pour la transition, qui peuvent se mettre aussi sur ces questions-là. Des, représentants des générations futures, dans, les comités d'administration, en charge de réfléchir à qu'est-ce que, moi, j'aurais vécu l'IA 20 ans plus tard, qu'est-ce que ça devient? Des, représentants de d'autres métiers, des expertises un peu différentes. Je pense qu'il y a plein de choses à imaginer qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, mais qui s'appuieraient sur, en fait, je pense, toute l'expertise que, on va dire, les boîtes qui ont été un peu engagées dans la transition permettraient d'appliquer, pour aussi essayer de faire ça le mieux possible, quoi. Ben, merci beaucoup messieurs pour, vos interventions très, très intéressantes et je vous souhaite une très bonne journée.